Tous les troisièmes samedis du mois à 14 heures, retrouvez votre émission Éducation sur les chaînes YouTube de l'Église adventiste de Douville et de la Radio Vie Meilleure. Des analyses et des conseils d'experts, des retours d'expérience, des échanges autour de problématiques éducatives récurrentes. Éducation, ensemble trouvons des solutions. Éducation, ensemble, trouvons des solutions. Nous nous retrouvons pour une nouvelle émission Éducation. C'est une émission qui vous est proposée tous les troisièmes samedis du mois à 15h. Émission qui nous permet, par le biais de cas concrets, d'apporter des réponses à des problématiques éducatives récurrentes, mais trop souvent taboues. À chaque émission, nous avons avec nous des intervenants qui nous permettent, qui nous aident à jeter un éclairage sur les problématiques que nous abordons. Aujourd'hui, nous avons sur ce plateau Marilyn Dixit, qui est responsable de la femme au niveau de l'Église adventiste de la Guadeloupe. Nous avons également avec nous Franz César, qui est psychologue, et Sandrine Joinville, médiatrice familiale. Bonjour à tout ce monde. Bonjour. Nous allons sans plus tarder découvrir le cas concret qui guidera notre échange cet après-midi. Il s'agit de Linda. Après, cela fait 4 ans que Linda est séparée de son époux. Après leur divorce, elle a obtenu la garde exclusive de ses 3 enfants. Noam, 15 ans, Naomi, 12 ans et Naël, 7 ans. « J'aime mes enfants de tout mon cœur, mais je suis épuisée », nous confie Linda. Elle poursuit « Cela fait des années que je ne vis que pour mes 3 enfants. Je n'ai plus le temps de m'occuper de moi. De plus, elle avoue avoir beaucoup de mal avec Noam, son premier fils, qui est un adolescent très exigeant et qui lui reproche très souvent d'avoir quitté son père. Alors, sans plus tarder, nous allons débuter notre échange. Est-ce qu'on pourrait définir ensemble la notion de monoparentalité? Alors, une famille qui est dite monoparentale, c'est une famille où on compte un seul parent dans la vie au quotidien. Alors, il est solo, on peut le dire comme ça, donc monoparental, parce qu'il y a eu séparation, divorce, décès. Ce sont des situations certaines fois choisies volontairement ou subies. D'accord. Et quel est le nombre de familles monoparentales en France et en Guadeloupe? Les chiffres que j'ai trouvés, c'est 59% des familles en Guadeloupe sont monoparentales et 25% en hexagone. Alors, il faut savoir que la comparaison est un petit peu injuste parce qu'on parle d'un seul département et de l'hexagone qui regroupe plusieurs départements. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que les femmes sont beaucoup plus touchées par cette problématique que les hommes? Si on reste dans les chiffres encore, les familles monoparentales avec femmes, c'est 63 934 de toute la France. D'accord. Pour les hommes, 6 532. Ça veut dire que vraiment, il y a, on va dire, 10%. Oui. 10% de familles monoparentales avec l'homme, avec l'enfant. D'accord. Oui, on est bien moins nombreux. Mais il y a des petites nuances à établir. On dit souvent famille monoparentale. J'attire l'attention sur le fait que le mot famille est réservé à un lieu dans lequel un homme et une femme font des enfants. D'accord. Et un lieu dans lequel un homme et une femme élèvent des enfants. À partir du moment où l'un des deux membres du couple parental est évacué de ce lieu, je traduis cela comme étant un foyer. D'accord. Donc, selon toi, on ne parlerait plus de famille, mais de foyer C'est monoparental. ma façon en tant que professionnel de le comprendre. Je me dis, on n'est plus tout à fait dans le cadre, dans le schéma d'une famille, mais d'un foyer. Par exemple, un époux meurt ou une épouse meurt, celui qui garde les enfants, la famille est attachée au couple quand même, il ne faut pas l'oublier. On ne fait pas famille tout seul. Ok, famille recomposée, c'est bien ce que ça veut dire. Un homme et une femme qui se sont remis ensemble avec une des enfants avant ou pas. Ok. Donc j'aime à parler d'un foyer. Il ne faut pas oublier que
Si on attache la définition de la famille monoparentale à la présence continue des enfants dans un lieu, il ne faut pas oublier que les enfants qui vont chez le père ou la mère, qui n'a pas la garde exclusive, à ce moment-là, si on reste dans cette définition, constituent pendant le temps du week-end ou pendant le temps des vacances une famille monoparentale. Donc c'est lui qui garde les enfants en discontinu ou celui qui garde les enfants en continu relatif, fait chacun son tour, famille monoparentale. D'accord, ok. Yeah. Alors, revenons sur les femmes, les mamans solo. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'il y ait un nombre important de mamans solo aujourd'hui? Alors, ça s'explique par plusieurs choses. Il y a des femmes qui font le choix d'être dans la situation de monoparentalité. Parce que où elles ont atteint l'âge et elles n'ont pas trouvé de compagnon, donc elles ont recours parfois à la science, et donc elles se font inséminer pour avoir un enfant, et elles deviennent mamans et forment ainsi, on ne va pas dire famille, on va dire pour notre émission foyer, hein, ce foyer où va grandir ou alors vont grandir ces enfants qui vont naître. Il y a d'autres personnes qui vont adopter également et qui ne sont pas forcément en couple, mais qui se retrouvent à élever des enfants. Et là encore, on a des foyers monoparentaux. Pourquoi est-ce qu'on se dit que les femmes sont plus touchées? Simplement parce que quand il y a divorce, souvent, on octroie dans 80% des cas, la garde des enfants à la femme, surtout quand les enfants sont en bas âge. Donc, les femmes se retrouvent le plus souvent à avoir leurs enfants et même à revendiquer fortement cette garde-là. Et des fois, c'est les raisons qui font que souvent on se retrouve avec plus de femmes en situation de foyer monoparental. Oui, on peut aussi... Bon, l'avantage, c'est que cette tendance se transforme. Parce que, justement, comme on considérait la mère plus apte à s'occuper des enfants, quelque part, on déchargeait le père, même sans que ça soit officiel sur le jugement, on le déchargeait de sa parentalité. Sauf que maintenant, ça se transforme, en effet. Et ce nombre-là, par rapport à ce que disait Marilyn, c'est quelque chose, c'est une vague qu'on a subie. D'accord. C'était vraiment culturel, entre guillemets, ou bien... Sociologique. Sociologique, voilà. Ouais. J'allais dire, mais la culture humaine, en gros. Oui. C'est pas une culture de peuple, c'est vraiment... tout le monde, c'est universel, considère que le parent le plus apte à prendre soin de l'enfant est celui duquel l'enfant est sorti. Ouais. Celui qui a porté. Qui a engendré, en gros, mais qui a donné naissance. Voilà. Qui a porté le fruit de l'amour. Voilà, en gros, le parent a eu 9 mois de gestation au moins, donc il est plus apte à ressentir et à prendre soin de l'enfant. Et la société, elle a subi ça. Il est utile juste d'ajouter aux considérations que Marilyn a fait ressortir que certaines femmes font le choix, non pas de l'insémination, mais d'un rapport sexuel naturel pour avoir des enfants, sans pour autant que le père biologique le sache. Oui. Certaines femmes font ce choix délibéré aussi. Ce n'est pas un gros échantillon, mais on a un certain nombre d'enfants qui vont naître dans ce contexte-là aussi, parce que on n'a pas besoin d'une insémination pour engendrer. Mais certaines fois, pour éviter des histoires au plan juridique, certaines femmes vont utiliser l'insémination artificielle, mais d'autres vont utiliser l'insémination naturelle. Voilà. D'accord. Sans reconnaissance du père. Acté. Voilà, sans reconnaissance du père. Hein. C'est-à-dire que lorsqu'on considère les chiffres, il faut prendre en compte du coup tous ces paramètres et pas seulement voir les mamans solo comme des mamans ayant été abandonnées par le papa, etc. D'accord, je vois. Alors, quelles peuvent être les conséquences de la monoparentalité sur le développement de l'enfant? Alors, je pense que cette question-là, je peux apporter quelques éléments et vous pourrez agréer ça. Les conséquences sont multiples. Alors,
Les conséquences, c'est à la fois pour l'enfant, D'accord. mais on doit aussi se rappeler, compte tenu de notre étude de cas, que c'est pour le parent. Mais ça peut être pour les deux parents, même pour celui qui est absent. Hein? D'accord? Parce qu'il n'y a pas que les conséquences liées à l'enfant ou à la mère, la plupart du temps, mais aussi au père absent. Bah, pour un enfant comme ça, normalement, j'aime à le dire, cette métaphore est très utile. On a besoin de deux berges pour que coule la rivière. Ok. Pour que la rivière trouve son bon chemin. Sinon, de là qui est parti tout partout. Et il n'arrivera pas où il doit arriver dans l'estuaire. Alors, un enfant, c'est un projet. Ce projet-là a besoin de compétences mâles et femelles. Sinon, le bon Dieu, il n'aurait pas fait mâle et femelle. Chacun aurait pu faire son enfant tout seul, si ça pouvait fonctionner bien. L'enfant a besoin de repères mâles et femelles. Les compétences d'une mère et les compétences d'une père diffèrent sur un certain nombre de considérants. OK? On dit souvent que l'affection est attachée au sein maternel et que souvent l'autorité est attachée à la figure masculine. Ne serait-ce que ça. C'est beaucoup vrai, mais ce n'est pas que vrai. Il y a aussi beaucoup d'autres, on va dire, considérants sur le plan des compétences pour bien élever un enfant. Donc l'enfant va manquer, c'est comme une plante. La plante a besoin d'un certain nombre de nutriments, pour ceux qui font un peu de jardinage. Oui. Il faut de l'azote, il faut du phosphore, il faut du potassium. Bon, ben, écoutez, l'azote ne peut pas remplacer le potassium. Hein? Non. Donc l'enfant a besoin d'être nourri de la figure maternelle et des compétences maternelles, tout autant qu'il a besoin d'être nourri des compétences paternelles. Et c'est souvent cette espèce de double berge qui permet à l'enfant de garder un certain nombre de limites et qui font qu'on n'a pas toutes les conséquences en matière de psychopathie. La psychopathie, ce sont des comportements déviants. Donc un enfant qui va vivre avec un parent seul peut avoir un trouble du comportement, un problème de limite. La maman étant épuisée, elle ne peut pas faire la police tout le temps. Cet enfant aura des troubles de concentration à l'école. Parce qu'au moment où lui, il a besoin qu'on soit concentré avec lui à la maison, ça ne marche pas. La concentration à l'école dépend de la concentration à la maison. Un enfant comme cela peut être plus facilement irritable parce que la maturation émotionnelle ne marche pas bien. Quand maman est épuisée, ou si c'est le cas de papa, la réponse émotionnelle ou la gestion des émotions dans les situations compliquées est moins bonne. Donc c'est un enfant qui va souffrir d'immaturité émotionnelle. D'accord. Donc on peut allonger comme ça la liste. Oui, oui. Moi, ce que je rajouterais par rapport à ce que Franz a dit, bien entendu, il faut bien séparer les conséquences au niveau du parent et au niveau de l'enfant. Il peut y avoir de l'aliénation, c'est-à-dire que l'enfant se retrouve emprisonné dans un seul discours, le discours du parent solo. Il peut y avoir beaucoup de manque de repères. Hein. Et moi, ce que je retrouve beaucoup aussi, c'est que l'enfant devient un adulte avant l'heure. Soit il est immature, il n'arrive pas à avoir une cohérence dans son raisonnement, parce que les socles ne sont pas acquis, ou bien qu'ils sont à acquérir. Hein. Et puis, il peut y avoir vraiment un enfant qui devient adulte avant l'heure, avec des outils qu'il n'a pas dans ce monde d'adulte. Il peut devenir aussi le conjoint symbolique du parent solo. C'est dans occuper ce une cas place qui ne lui revient pas. Ouais. Voilà, C'est dans ce cas qu'on parle de parentification. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est la Par exemple, parentification. voilà. Il peut y avoir aussi maintenant du côté du parent cet épuisement. Hein, justement, c'est le sujet du jour. Et puis une perte de l'équipe parentale, mais aussi une absence de l'équipe parentale. C'est-à-dire que les conséquences d'une mère solo, c'est de se dire, oui, j'ai perdu le père ou la figure paternelle, mais soit je n'en veux pas, soit elle n'est pas là. Et c'est là, il faut vraiment, dans ce sujet, voir où le parent qui fait cet appel à l'aide, où est-ce qu'il est. Alors, c'est un sujet super intéressant sur la question des modèles. En fait, je fais référence au modèle. Comment un enfant va-t-il intégrer la notion de conjugalité lorsqu'il ne voit pas
bâtir cette conjugalité Tout à fait. perpétuelle et continue depuis sa naissance, parce que la conjugalité a commencé avant sa naissance. Voilà. Mais la conjugalité est un processus évolutif, c'est une réalité vivante dans laquelle les êtres humains, en fait, c'est la plus petite école pour apprendre à être des êtres humains C'est aimants. ça, tout à fait. Le couple, hein, ça sert à ça. Et donc, je te redonne la parole. Si l'enfant n'a pas un modèle qui fonctionne, il n'hérite pas de format pour lui permettre de bâtir à la suite un modèle bien harmonieux. D'accord. Et par rapport à ce que disait Sandrine tout à l'heure, l'enfant qui devient adulte très rapidement, on se retrouve souvent avec des situations où des femmes seules sont obligées de déléguer un certain nombre de responsabilités à des enfants parce qu'il n'y a pas le conjoint qui est là pour prendre toute sa part. Donc, on se retrouve parfois avec des petites filles qui sont des mamans à la maison pour leurs petits frères, leurs petites sœurs, ou alors des petits garçons qui jouent le rôle de papa, de gardien, parce qu'il n'y a pas ce parent qui doit prendre toute sa responsabilité. Donc, des fois, on est obligé de déléguer certaines responsabilités aux enfants. Et c'est vraiment des situations où ils ne peuvent pas faire autrement. Parce que quand la maman travaille, elle rentre tard, c'est la petite qui rentre et qui commence à faire le repas, qui commence à aider ses petits frères à faire les devoirs. C'est vraiment des situations où, de fait, les enfants se retrouvent à jouer le rôle de parent parce que le parent qui devait être là n'est pas présent. Et ce que soulève Marilyn, c'est très intéressant. Parce que c'est ce qui se passe actuellement. Si on se reporte il y a une 50aine d'années en arrière, la maman solo était aidée par sa famille, Entourage. par son entourage, par La les cour, tatis, il y avait une cour. C'est ça. Et actuellement là, l'enfant quelque part n'a pas le choix de devenir parent, de surveiller son frère ou toute sa fratrie, hein. Alors, quand c'est un enfant unique, c'est encore pire parce qu'il devient vraiment... Un enfant isolé. Non seulement un enfant isolé, mais le partenaire de ce parent solo. Donc, conséquence, cet enfant ne vit pas sa life. C'est ça, il vit. Il ne vit pas sa vie son d'enfant, enfance. il ne vit pas Voilà. sa vie d'adolescent, il ne vit pas sa vie de jeune complètement, parce qu'il doit mettre en veilleuse ses propres besoins pour prendre en charge les besoins, on va dire, qui ne le concernent pas. Tout à fait. D'accord. Donc là, il est mal parti. Hein. Et comment on peut limiter les conséquences négatives, justement? C'est-à-dire que le parent qui est au courant que, effectivement, la monoparentalité peut avoir certaines conséquences négatives, comment peut-il faire Belle question. pour limiter l'impact de ces Belle conséquences question. négatives? C'est très compliqué. Alors, je commence par dire, si vous restez dans la situation de la monoparentalité, on va perdre des plumes. Hein? Je ne vais pas faire croire à qui que ce soit qu'il y a des belles solutions pour vivre parfaitement en monoparentalité, père ou mère, hein? Peu importe. Non. Même si vous avez des relais possibles au niveau de la famille, ça veut dire élargi, grand-père, grand-mère, dati, toto, tout ça, ok. Le vrai, meilleur modèle, c'est le père et la mère, ou dans le contexte de la recomposition entre personnes qui ont travaillé sur leurs problématiques et de continuer à encadrer des enfants. Il y aura beaucoup de dégâts. Donc, comment limiter? Ça n'est pas comment ne plus vivre les conséquences malheureuses de la monoparentalité. Il y en aura. Il y en aura. Personne ne va échapper à ça. Donc, comment limiter? Il est important que les parents qui se retrouvent dans cette situation-là prennent du temps en se faisant aider. Souvent, on ne fait pas tout seul. Il ne faut pas croire que vous allez faire ça seul. Réfléchissez sur ce qui se passe dans votre nouvelle donne de vie. Et regardez attentivement toutes les ressources que vous pouvez mobiliser, non pas vous seul avec votre famille de référence, mais vous et aussi le parent absent. Parce qu'une situation à un moment donné, c'est une chose, mais il n'est pas interdit que la situation qui a provoqué la rupture de cette famille, parce que c'est une famille disloquée, elle est éparpillée. Il n'est pas interdit de considérer attentivement quelles étaient les responsabilités qui étaient les miennes, mais que je n'ai pas su assumer pour avoir ce résultat. Plutôt que de continuer de penser qu'il n'y a rien à faire pour réparer. Moi, je pense que la première
façon d'avancer pour limiter la casse, c'est d'aller réfléchir sur ce qui a provoqué la déroute. Parce que cette déroute-là, pour les mêmes motifs, vous allez la reproduire avec un nouveau compagnon, une nouvelle compagne. Donc avant de balancer vers un nouveau couple pour faire recomposition, c'est ce qui peut être très compliqué, mais c'est bien aussi, c'est possible, allons réfléchir. Et ensuite, réfléchir sur les conséquences effectives des limites qu'on a pour aller trouver. Si on ne peut pas faire la recomposition familiale de départ, quelles ressources on peut mobiliser pour ne pas faire ce qu'on appelle, en tout cas je l'appelle comme ça, un burn-out éducatif. Oui. Il y a aussi le jugement qui fait foi certaines fois. Hein, si on parle de séparation, de divorce, même lorsque l'enfant a été reconnu, le juge aux affaires familiales met en place une organisation. On parle de droit de visite et d'hébergement, d'accompagnement éducatif. Le juge des enfants aussi propose une ordonnance d'accompagnement, de suivi éducatif, on dit. Donc ça aussi, ce sont des ressources. Ce qu'on constate le plus souvent, c'est lorsqu'un jugement est posé en termes de droit de visite et d'hébergement, le parent qui a la charge de l'enfant va à l'encontre du jugement, même lorsqu'il est posé. Et c'est ce que France est en train de soulever de son point de vue professionnel. De mon point de vue professionnel, quand un parent est solo et que justement il peut faire appel à certaines ressources et que par exemple il y a un jugement qui est posé, pourquoi ne pas mettre en action ce jugement? Et ce pourquoi-là, c'est surtout qu'est-ce qui fait que le parent solo ne met pas en action ce jugement? C'est que les rancunes, l'histoire de vie du parent solo vont à l'encontre d'un jugement posé. Pourquoi je dis ça? Parce que dans cette situation où limiter l'épuisement et répondre un petit peu à l'aide de cette maman, c'est de se dire en tant que parent solo, est-ce que je vais en opposition ou en contradiction avec ce père qui malgré tout existe? Et ce questionnement est important parce qu'il va être le démarrage d'une réponse à cet appel au secours. Donc quelque part, c'est oui, il y a des jugements, oui, il y a des remises en question, mais est-ce que le parent solo choisit de ces ressources-là qu'il peut utiliser, d'y adhérer? Parce qu'il y a des freins à l'adhésion. Il y a des freins. Et tu sais, les gens doivent savoir, c'est super important pour vos parents. Il y a des gens en situation de parentalité ou qui envisageaient cela. Le jugement ne règle pas ce qui provoque la demande d'assistance judiciaire. Le jugement ne le règle pas. C'est ce que tu soulèves en substance. C'est ça. Ce qui a produit la déroute et qui disloque cette famille n'est pas traité chez un juge. Tant que ce ne sera pas traité, même si on ne refait pas ce couple conjugal, tant que ce n'est pas traité, il y aura des blessures qui vont provoquer des comportements de méfiance, de défiance, qui vont engendrer la tentation de mettre sur le dos de l'autre la responsabilité de la déroute. Et il y aura donc forcément soit une compétition, soit une revanche. C'est ça. Dans ce contexte-là, les solutions opérationnelles pour améliorer l'existant diminuent. Parce qu'on ne peut pas mobiliser son intelligence pour faire équipe, puisque les blessures n'ont pas été traitées. C'est là où les désaccords n'ont pas été clarifiés. C'est ça. Les motifs de la déroute n'ont pas été compris. Donc, vous disiez dernièrement également dans une autre émission que parfois, il faut faire la différence entre le couple
conjugal et Oui. le couple parental. C'est ça. Donc C'est ça. l'idée, c'est de vraiment travailler sur le couple parental pour que l'enfant s'en sorte avec le moins de blessures possible. Est-ce que Oui. c'est bien ça? Oui, et puis on va... Parce que le mot couple peut certaines fois gêner. Quand on entend couple, on entend systématiquement alliance. On parle d'équipe. Autour de l'enfant, il y a une équipe parentale, c'est-à-dire des figures paternelles, des figures maternelles, mais surtout un père et une mère. Je dis figure paternelle parce qu'on a soulevé tout à l'heure l'idée du recours à la science ou à l'insémination d'un jour ou vraiment scientifique, quoi. Donc il y a des figures paternelles. Maintenant, quelque part, faire équipe sous-entend une collaboration. Et c'est ce qu'on est en train de soulever depuis tout à l'heure. Est-ce que le parent solo qui parle d'épuisement est OK pour recevoir un secours? Mais parfois, ça peut être compliqué. Par exemple, un parent qui a été victime de violence Oui. ne peut plus refaire équipe avec Si, c'est possible. le parent violent. Enfin, en tout cas, c'est difficile Oui. de refaire équipe. Pas impossible. Et dans ce cas-là, la mère, par exemple, elle peut se retrouver seule. Ça, impossible. c'est pas Ça se impossible, travaille. ça se La travaille. violence conjugale est une chose, puisque vous êtes séparés, vous n'êtes plus un couple conjugal, vous n'êtes plus dans l'obligation de partager la vie de tous les jours, vous n'êtes plus obligé d'être d'accord sur les budgets, sur les sorties, sur la vie sociale. D'accord. Bon, le trouble de la violence peut être traité aussi. C'est important de traiter qu'est-ce qui a engendré la violence entre nous. C'est pas parce que quelqu'un a pris un coup de poing qu'il n'a aucune responsabilité dans les circonstances qui ont été créées pour que le coup de poing arrive. Je ne dis pas qu'on est coupable à chaque fois qu'on a pris un coup de poing, ce n'est pas ce que je veux dire. Sauf que si on ne réfléchit pas sérieusement sur les mécanismes qui ont produit des déroutes, on ne s'en sort pas. Parce que l'énergie est mobilisée à se protéger plutôt à que construire quelque chose de nouveau. Oui. Donc il faut réfléchir sur tout ça. Et à souligner que la violence, un conjoint violent ne le destitue pas de ses droits parentaux, de son autorité parentale. Il faut être très prudent sur ça parce que pour être destitué de son autorité parentale, il faut que ça soit passé par un jugement. Seulement, il ne s'agit pas d'interpréter ou de choisir que je ne veux pas que l'autre parent soit parent, hein, surtout lorsque l'enfant, il est issu d'un mariage où les deux parents, ils sont parents, quoi. Souvent, ce qui se passe, c'est que parce qu'il y a différents contextes, tu as pris le contexte de la violence, mais ça peut être aussi le contexte d'un décès, le contexte d'une infidélité, peu importe le contexte, il faut savoir dissocier les adultes et les enfants, l'équipe parentale et les conjoints. Et c'est vraiment important parce que souvent dans cette société, on choisit de destituer quelqu'un qui a le droit à son autorité. Il faut être très très prudent sur ça. On ne peut pas enlever à un parent sa responsabilité, ses devoirs, sous prétexte d'humeur ou de mood, vraiment. D'accord. Faire attention à ça. Oui. Alors, concernant cette partie solution opérationnelle pour limiter l'épuisement, c'est vrai que ce que viennent de dire les professionnels de santé, qu'il faut vraiment soigner le mal. Mais moi, je vais aller sur le plan de l'organisation matérielle au quotidien. Quand une femme ou un homme, hein, quel que soit le parent qui se retrouve dans une situation de monoparentalité, il faut réfléchir aussi beaucoup à son organisation pratique au quotidien. Parce que ce qui emmène souvent l'épuisement, c'est qu'on se retrouve du jour au lendemain dans la situation. Le conjoint décède, tout de suite après les funérailles, on se retrouve avec les enfants, il faut s'organiser. Il avait l'habitude d'aller récupérer le petit à l'école, tout est désorganisé. Et là, il est important de prendre le temps de refaire une organisation et faire le deuil de ce qu'on a vécu avant, parce que ça ne va pas revenir. Je ne vais pas forcément trouver quelqu'un pour payer la cantine à la fin du mois. Pourquoi pas? Oui, peut-être, mais il faut en tout cas
réfléchir, c'est notre psychologue Franz qui disait tout à l'heure, la gestion des ressources. Oui. La ressource financière n'est plus la même parce que nous étions deux avec 2 salaires peut-être, ou alors un salaire plus important. Et on se retrouve avec un seul salaire. Donc, il faut repenser sa gestion budgétaire. Il faut repenser son organisation dans la maison parce que je serai seule à faire la lessive, à m'organiser pour faire le repas. Et des fois, on y va la tête dans le guidon sans jamais se poser pour faire une vraie planification. De même qu'on fait on remplit son agenda, on fait sa planification pour le travail, et bien pour la maison aussi, il faut savoir que je dois être régulière dans ma lessive, je dois être régulière dans le ménage, je dois et faire en sorte qu'il y ait une organisation, j'ai envie de dire presque militaire, parce qu'autrement, on est vite absorbé par les tâches ménagères, on est vite absorbé par cet enfant qui va nous solliciter, puisque je suis désormais seule au quotidien avec l'enfant, qui va plus me solliciter que d'habitude. Autant je pouvais lui dire, écoute, va voir papa, parce que je suis un peu fatiguée, occupée là, ou va voir maman, parce que je suis occupée, mais je ne peux l'envoyer vers personne. Donc, il faut que je repense mon organisation pour trouver du temps pour moi, du temps pour l'enfant et du temps pour l'organisation même de la vie au sein de ce foyer. Absolument. Oui, alors cet apport est intéressant, ce qui nous permet de parler de la question de la charge mentale. Est-ce qu'on pourrait définir la charge mentale? Parce que souvent, on dit que les mamans solo souffrent de charge mentale. Est-ce qu'on pourrait expliquer? Pas que les mamans solo, les parents solo. Les parents solo. Je revendique qu'on dise les parents parce qu'on peut être confronté là. C'est maman, mais papa, ok. On en a 10% minimum. Oui. Regardez bien, je veux bien qu'on parle de la charge mentale, mais cette charge mentale-là va être complétée malheureusement par quelque chose qu'on n'a pas évoqué, qui est la souffrance psychologique émotionnelle. Le risque de dépression, quand vous êtes un parent en situation de solo, augmente. Parce que vous êtes frustré de ne pas avoir l'affection d'un compagnon ou d'une compagne. Il ne faut pas croire que c'est juste subsidiaire, ce besoin-là. C'est un vrai besoin. Vous êtes frustré de ne pas avoir une personne avec qui partager les discussions sur les réalités courantes de la vie. Parce que une maman a besoin, enfin surtout, alors on va dire, la femme probablement un peu plus que l'homme, je le dis ainsi, par prudence et par précaution, a plus besoin de parler de ce qu'elle vit dans la journée pour faire reset. Le reset, c'est remettre les différents machins à leur place. Elle doit parler. Comment vous faites? Vous ne pouvez pas parler à l'enfant. Il n'est pas en capacité de discuter, de comprendre et d'écouter votre discours. Donc, on a une grosse frustration. Et sur ce fond de frustration, de déroute émotionnelle et de frustration affective, vous avez toute la logistique dont tu parlais, Marilyn, qu'il va falloir penser. Mais votre énergie a déjà diminué. C'est pour ce motif que j'encourage très sérieusement les gens qui se retrouvent seuls à envisager sérieusement la possibilité de rebâtir un couple. C'est parmi les solutions une bonne solution. Je n'ai pas dit qu'on va trouver le bon compagnon ou la bonne compagne rapidement, ni tout de suite. Je sais, mais en fonction de la réalité sociologique, j'encourage aussi à considérer que bien élever des enfants et bien vivre en famille, c'est aussi une affaire d'équipe. Oui, d'accord. Oui, tout à fait. Par rapport à la charge... Il ne faut pas l'évacuer trop facilement. Oui, c'est ça. Tout à fait, en effet. Par rapport à la charge mentale aussi, ce qui pourrait aider, c'est la connaissance de dispositifs. Parce que connaître les dispositifs permet aussi de diminuer certaines charges. Tout à l'heure, Marilyn a donné l'exemple du décès. Si les deux parents travaillent, qu'il y a un qui décède, il y a ce qu'on appelle la pension de réversion, il peut y avoir de la succession. Tout ça pourrait aider financièrement le parent qui reste, le parent survivant. Certaines fois, c'est une méconnaissance. Alors que si le parent est au courant de ça, il peut être déchargé de soucis financiers. Et ça peut être sur tous les aspects, les nouveaux aspects organisationnels. Voilà, j'essayais de dire ce mot-là. Parce que justement, il y aura un soutien peut-être
de la famille, il y aura des nouveaux référents familiaux, il y aura encore cette équipe-là à reconstruire parce que le parent se trouve justement épuisé. Maintenant, là, c'est de se dire, qu'est-ce qui me charge? Parce que la charge mentale n'est pas la même pour tout parent solo. Donc, qu'est-ce qui me charge? Est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que ce sont les finances? Est-ce que c'est une petite fille qui est en train de devenir adolescente, elle est pubère, vers quelle femme je pourrais être, on va dire, avoir une ressource suffisamment sécure et confiante si c'est un papa. Pareil que si c'est une maman qui est solo, c'est un jeune homme qui grandit, qui a les hormones et tout. Quels sont mes repères? Donc, quelque part, qu'est-ce qui me charge mentalement pour que je puisse trouver le secours? Là, dans ton sujet, là, cette personne-là dit « je suis épuisée » et elle appelle au secours. Elle est vraiment dans une démarche. Et tous les parents solos n'ont pas encore cette démarche. C'est à féliciter, cette démarche. Déjà, de reconnaître un épuisement et d'appeler au secours. Et là, c'était pour dire qu'est-ce qui peut me charger mentalement. C'est à savoir, il faut l'identifier. Est-ce qu'on pourrait dire ça comme ça, faire l'inventaire? Oui. Et ensuite, à partir de ce qu'on va trouver, rechercher des ressources en fonction des différents besoins qu'on aura identifiés. Oui, Par exemple, parce qu'il peut y avoir des besoins qu'on n'aurait pas identifiés, mais le fait déjà de rechercher va mettre en relief d'autres besoins. D'accord. C'est super de faire ça avec une équipe, une professionnelle, et Sandrine est très bien placée pour le rappeler à tout le monde. Demandez à réfléchir avec vous sur la réalité du terrain, sur les ressources disponibles et sur le champ des possibles. Il faut le faire. Moi, je regrette. Vous êtes déjà dans la surcharge mentale, dans la frustration émotionnelle. Il sera très difficile de parler avec soi-même étant troublé. D'ailleurs, dans notre étude de cas, il apparaît que cette femme dit « je suis consacrée totalement à mes enfants et je n'arrive plus à m'occuper de moi ». C'est ça. Dans les solutions, il est important d'aller créer de l'espace pour prendre soin de ses besoins à soi, parce qu'on ne peut pas être H24 confronté à prendre en charge des enfants. Ce n'est pas naturel. C'est une chose anormale. Lorsqu'on est maman solo, est-ce qu'on peut vraiment... C'est ça, parce que les mamans solo, généralement, disent qu'elles ont peu de temps à consacrer à leur vie de femme. Et du coup, elles se consacrent entièrement à l'éducation, aux soins apportés aux enfants. Mais est-ce qu'on peut vraiment trouver un équilibre entre les deux lorsqu'on est maman solo? Et comment on trouve cet équilibre? Je laisserai les dames en parler peut-être plus éloquent que moi, mais je veux juste finir sur ce que j'allais dire et qui est parfaitement en adéquation avec ta question. Je crois qu'il faut qu'on dépasse la notion de vie de femme. Parce que le mot vie de femme réfère à un compagnon pour la femme. On dit souvent, ta vie de femme, est-ce que tu as un homme dans ta vie? Est-ce que tu frissonnes quelque part? C'est pas de ça qu'on doit parler. Mais non, c'est pas la vie de femme, c'est ma vie en tant que personne. Ma vie personnelle, c'est pas ma vie de service. S'occuper d'enfants, c'est une vie de service. C'est des services qu'on rend à des gens. Ma vie personnelle, elle peut être... J'ai pas forcément envie d'avoir un compagnon et on peut parfaitement l'intégrer. Et je vais par exemple vous l'illustrer. Après, vous pourrez, mesdames, je vous en prie, prendre mon relais. Tamar. Qui connaît bien Tamar, la belle-fille de Judas, dont le fils Er, puis le fils Onan, n'ont pas pu honorer sa quête de maternité. Elle a dit, ah bon, c'est comme ça qu'on va faire en famille Azote. Elle s'est fait mettre enceinte par son beau-père. Elle a utilisé un moyen. Cette femme-là a renoncé à sa vie de femme. C'est écrit dans le texte. Il n'était pas question que le beau-père la touche à nouveau, hormis que pour le motif qu'on a vu, qu'elle voulait être mère. Comme aucun de ses fils ne l'a rendue mère, elle a pris, un jour peut-être je vous en parlerai, parce que c'est une très belle histoire, elle a vécu dans la famille de Judas. Elle n'était pas isolée. Par contre, elle a renoncé à la vie de femme. Par contre, elle avait une vie sociale, certainement,
parce qu'il y avait d'autres femmes dans cet univers-là. Elle avait des amis, elle n'avait pas que la vie de service pour les enfants. Et puis les enfants avaient des gens avec qui jouer. Aujourd'hui, dans notre société, tu habites l'immeuble par là, mais tu n'es pas dans ta famille de référence. C'est des étrangers, tu ne les connais pas, ils ne partagent pas ta foi. Comment tu fais? Tu les laisses là et puis tu vas vivre ta life après ta pute? Oui, c'est ça. On a un problème. C'est-à-dire dire ma vie de femme, c'est très restreint. Très restreint. Et parce que ça met des injonctions. Et puis finalement, une femme qui est devenue mère dit qu'elle n'a pas réalisé ses projets de femme parce qu'elle est devenue mère. Pour revenir à ta question, si je me souviens de ta question, c'est que cette mère, comment elle fait, puisqu'elle n'arrive plus à s'occuper d'elle, C'est ça. du fait qu'elle doit s'occuper beaucoup de ses enfants. C'est ça, hein? C'est ça. Alors, il ne faut pas juste qu'elle soit maman solo pour ne plus y arriver. Toute mère, quand elle enfante, elle a des enfants, n'y arrive pas. Ce n'est pas seulement aux mamans solo, c'est vraiment à toutes les mamans. On est débordé. On est débordé parce que, d'une façon caricaturale, la société fait que la maman doit faire ça et que le papa doit faire ça. C'est après, dans l'équipe parentale, quand on commence à coordonner et à organiser, qu'on fait une répartition des tâches. OK? Et c'est ce que France est en train de dire dans son intervention. Où est cette répartition des tâches? Pour que justement cette personne, et c'est vraiment ce qu'il faut se dire, cette personne évolue dans tous les aspects de sa vie, que ça soit maman, professionnelle, amie ou autre, comment elle arrive à coordonner? Parce que dans cette coordination et dans cet appel à l'aide, qui est-ce qu'elle va trouver pour s'accomplir? Mais on sait très bien que la réalité, quand on a des jeunes enfants, encore pire quand on a des ados, que c'est énergivore. Et c'est là où on doit se dire, mais vers qui est-ce que je peux appeler pour me soulager un peu? Parce que déjà, il y a cette préoccupation viscérale. Même si on va s'organiser de toutes les façons possibles, l'épuisement peut venir aussi juste parce que je suis préoccupée des projets de vie de mes enfants, j'ai envie qu'ils réussissent, je n'arrive pas à leur demander de faire telle ou telle chose, ils ne m'obéissent pas, ou des fois tout va bien, mais il y a quand même cet épuisement. Donc c'est vraiment faire ce bilan-là, cet inventaire, pour pouvoir arriver à se dire, dans ma répartition de vie, où je suis et comment je peux avancer quelque part. Et est-ce qu'on peut pas, enfin je sais pas, mais est-ce que dans la pratique, il n'y aurait pas des petites astuces pour trouver, pour élaborer des sas, des moments où on fait la transition entre la vie de maman, des moments où on est avec soi-même? Est-ce qu'il y a des petites astuces comme ça qu'on pourrait mettre en place? Alors, s'occuper de soi, moi j'ai envie de dire, ça participe aussi à l'éducation des enfants. Oui. Et c'est vrai que souvent, on pense que s'occuper de soi, c'est perdre du temps ou alors négliger ses enfants. Moi, je prends l'exemple d'une maman qui a une jeune ado, Sandrine en parlait. Petite astuce, faire avec elle les soins du visage, les soins de cheveux, les soins du corps, les soins... C'est lui apprendre à prendre soin d'elle tout en prenant soin de nous ensemble. Alors, il y a des mamans qui se laissent aller, elles ne font plus de sport parce que je n'ai pas le temps. Mais prendre mes enfants avec moi et aller marcher, aller faire du sport avec mes enfants, c'est un espace qu'on va créer où je vais à la fois être dans l'éducation, être dans l'accompagnement, être dans des moments de qualité et en même temps me faire du bien à moi. Parce qu'on pense souvent que prendre soin de soi, c'est se dégager du temps pour être seul soi et soi. Ça aussi, c'est important. Mais on peut le faire avec l'autre. Et pour les mamans en difficulté, souvent, c'est accompagner l'enfant dans son cheminement en même temps que je prends soin de moi et que je prends soin de l'enfant. Je pars
On prend l'exemple de la cuisine. Je veux enseigner la cuisine à mes enfants. J'éduque mes enfants à comment cuisiner sain, à comment bien cuisiner pour bien manger. Je le fais avec mes enfants. Donc, ça me soulage par rapport aux petites tâches que les enfants vont faire. Ils vont m'accompagner. Ça va être un grand moment en famille. Ça va être un moment ensemble de plaisir plutôt que de corvée. Et ça va nous donner du temps ensemble. Mais j'aurai aussi dégagé du temps pour moi par rapport au fait que je n'aurai pas tout fait. On va aller ensemble et ça va me donner du temps pour faire autre chose. Je pense qu'il ne faut pas tout le temps dissocier, s'occuper de soi, de ce qu'on a à faire en famille. On s'occupe de soi aussi quand on fait un certain nombre de choses avec ses enfants, avec sa famille. J'emmène mes enfants à la plage pour un moment de détente, mais je profite pour être à la plage pour lire un peu et je jette un œil sur les enfants, mais je me détends en même temps. Il y a trop de choses à faire à la maison, ça me prend la tête, je sens que ça devient une charge mentale pour moi. Allez, tout le monde dans la voiture, on part, on va marcher un peu, on va s'aérer un petit peu. Ça nous fait passer du temps ensemble et ça me crée, moi, des espaces où je peux souffler. Oui, totalement. J'adhère à ce que tu dis, Marilyn. Je mets juste une nuance de la difficulté lorsqu'on a des enfants ados. C'est-à-dire que le parent, il va être là pour créer, pour donner une image de lui-même et de l'enfant. Et face à ça, le parent va trouver une résistance parce qu'il y a cette dissociation de l'enfant qui devient ado, qui est en devenir et qui ne veut rien faire avec maman ou papa. Oui, la mise à distance. Voilà. Et par rapport à ça, ce que tu es en train de soulever, Marilyn, c'est très important parce que ça n'empêche pas le parent d'être parent. C'est vrai qu'il y a cette mise à distance. C'est vrai, en fait, ça va être plus endurant, on va dire ça. Mais quelque part, quel est le plus beau conseil d'une jeune fille à recevoir que d'être en beauté avec sa maman, par exemple? Après, c'est toujours dans ce dosage, toujours dans cette, on va dire, cette coordination, à savoir reconnaître pour une mère, quelque part, à quel moment qu'elle pourra mieux faire avec l'enfant ou éviter ce jour-là. Mais ce qui est surtout à souligner, c'est que finalement, un parent reste parent. Toujours. Et dans sa fonction de parent, il y aura des éléments qu'il ne pourra jamais, mais jamais enlever, puisqu'il est devenu parent. Est-ce que le parent solo est aussi OK avec ça? C'est ça aussi. Parce que si je suis parent, c'est vrai, je suis femme, je suis amie, je suis cousine, tante, toutes sortes de choses, mais je ne vais jamais faire disparaître cette fonction de parent. C'est comment la mettre en place pour que cette coordination, on va dire, soit le plus apaisée possible. Mais c'est une affaire de... C'est une invention, c'est une création. C'est ça. Il y a plein de pistes possibles. Moi, je Tout à pense fait. aux personnes qui vivent seules avec des enfants, de l'opportunité, mais ce n'est pas une opportunité qu'on peut considérer comme étant facile. C'est ça. C'est d'intégrer les grands-parents des deux côtés. Par exemple. Mais des fois, les grands-parents des deux côtés ont peut-être pris parti dans la déroute du couple. Ça devient difficile. Et ça peut être difficile de négocier, que je te le confie. Des fois, les grands-parents n'ont pas nécessairement la santé qui convient. Aussi. Ou n'ont pas forcément la fibre parentale. Ok? C'est pas parce que tu es grand-père ou grand-mère biologiquement, parce que tu n'as pas forcément dit, fais-moi un bébé, je veux être grand-mère ou je veux être grand-père. Tu l'es devenu. On ne t'a pas demandé ton avis. Mais il n'est pas dit que parce que tu as fait des enfants, que tu as vraiment la fibre parentale. Et il est possible que même en tant que grand-parent, père, des deux côtés, tu ne trouves pas le relais possible pour te soulager un jour, 2 jours, un week-end, Oui. une partie des vacances scolaires, pour aller chercher les enfants à l'école. Donc en fait, il faut, Sandrine, c'est vraiment ça, je le crois, faire l'état des lieux de la problématique. Qu'est-ce qui m'épuise? Qu'est-ce qui m'épuise? Oui. Faire l'état des lieux des ressources possibles, Tout à fait. idéales. Faire l'état des lieux des ressources réelles.
et voir comment on va aller chercher, solutionner de façon pragmatique, se faire accompagner. C'est très important. D'accord. Alors, juste avant d'aller vraiment sur les conseils, je suis pas satisfaite des réponses concernant l'équilibre entre la vie de maman, etc. Parce que c'est vrai que souvent on encourage les mamans à prendre du temps pour elles seules, pour se retrouver avec elles-mêmes. Pour... Le mot seul, ça veut dire sans les enfants. Ça peut dire avec des amis, voilà. avec qui on veut, mais sans les enfants. Du coup, on échange et je ne vois pas ressortir cet aspect. C'est-à-dire le temps qu'elle pourrait prendre avec elle, ce laps de temps où elle sans ses enfants. Pas maman, sans ses enfants. Voilà, elle serait juste elle, par exemple, elle avec elle en fait. Non, voilà. Sandrine, la femme ou l'homme, c'est pas j'ai besoin d'être seule parce que je suis bouffie d'avoir du monde à m'occuper. C'est pas ça. C'est ça. Il y a des besoins fondamentaux qu'un être humain doit satisfaire. C'est comme ça. Tu n'y échappes pas. D'accord. Donc, j'ai besoin d'aller faire mon football si c'est un homme, avec mes potes. J'ai besoin pour une femme d'aller me balader, faire du shopping, mais pas seul. Le mot seul, là, on doit le remplacer avec sans les enfants. D'accord. Ouais, j'ai envie de faire musique. Je veux chanter à la chorale. Voilà. Je veux faire une activité artistique. Peu importe. Je veux aller au cinéma. Mais je n'ai pas forcément envie d'aller manger mon popcorn tout seul au cinéma. Mais sans mes gamins. La question est seule, non. C'est sans les enfants. La bonne formulation. J'ai une autre vie que celle d'être au service d'enfants. C'est ça la vraie problématique. Et chaque femme a ses propres aspirations. Et c'est à chaque femme de trouver justement comment réaliser la satisfaction de ses besoins, parce qu'un être humain n'est pas équilibré simplement en étant un bon papa ou une bonne maman. C'est ça. Okay, on n'est pas épanoui comme ça. Il y a plusieurs fonctions. Mais être seul avec soi-même, c'est vraiment... c'est pas le bras, hein? C'est une philosophie. Ouais. C'est assez particulier. Parce que finalement, tu ne vas pas te dissocier pendant 2 heures et puis ne plus être toi-même. Tu es toi-même avec toutes les fonctions. Oui. Maintenant, comment tu coordonnes ces fonctions-là? C'est surtout ça. C'est ça. Parce qu'une mère, elle va travailler, hein, tu viens de le dire dans ton exemple, mais pendant qu'elle travaille, elle reste maman. Pendant qu'elle va faire son shopping, elle reste maman. Pourquoi elle reste maman? Elle fait son shopping. Elle ne va pas s'acheter, par exemple, des vêtements qui vont lui enlever cette identité de maman. Elle va devoir faire attention à ce qu'elle achète, comment elle s'habille, parce qu'elle a des enfants. Quand elle va travailler, eh bien, elle va travailler, elle a des temps de travail, elle a des heures de travail. Et même pendant ces heures de travail, l'école trouve le moyen de rappeler. Tu vois? Donc ça veut dire qu'on sait qu'il y a une maman, que cet enfant-là a une maman. Maintenant, coordonner, c'est se dire, pendant mon temps de travail, c'est soit le père de l'enfant qui ira récupérer l'enfant, c'est soit mes grands-parents, soit il va aller après l'école, comment on appelle ça? Périscolaire. Le périscolaire. Le mercredi, c'est LSH. C'est ça. Si je sais que l'enfant va là, c'est bien ça, hein, être sans les enfants, mais ne pas être seul avec soi-même. Il faut faire bien attention à ces philosophies qui sont justement d'ordre spirituel et mental et qui mettent à mal la cohérence de l'être humain. C'est ça. Il faut être très prudent sur ça. Il faut vraiment alerter sur ça parce que c'est quelque part être dans des injonctions, comment on dit ça, paradoxales. C'est-à-dire, je veux quelque chose, je lutte pour l'avoir, mais réellement, c'est pas ça. Est-ce que ça m'épanouit? Voilà. Et je vais passer mon temps à chercher être seule avec moi-même alors que je suis parent, alors que je suis femme, alors que, je travaille, etc. C'est surtout comment amener un discernement à ce parent solo pour qu'il puisse mettre en place des actions et des stratégies pour être à certains moments sans les enfants. D'accord. Et ça demande vraiment à quelque part changer nos raisonnements. Et ce changement peut aussi épuiser s'il n'est pas accompagné
par des personnes ressources, par des professionnels. Parce que je suis là, je veux chercher, et puis finalement, je loupe le but. Et puis les enfants, ils sont en train de vivre ça, quelque part. Ça veut dire que je reste parent. Et il faut être prudent, hein. Très, très prudent. Donc, si on récapitule ce qu'on a dit jusqu'ici, pour cette maman solo, Linda, qui se retrouve avec ses 3 enfants, l'idée serait, face à son épuisement, qu'elle se pose la question, qu'est-ce qui m'épuise réellement? Qu'elle fasse le bilan, l'inventaire, comme on a dit tout à l'heure, qu'elle se demande, mais qu'est-ce qui m'épuise réellement? Et face à ce qu'elle aura trouvé, qu'elle se dise aussi quelles sont les ressources que j'ai à ma disposition qui puissent m'aider pour tel besoin ou tel... Voilà, pour les besoins identifiés. C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qui dans mon système marche plus? Et qui fait que j'en arrive à cette pathologie de l'épuisement. D'accord. Et quelles sont les solutions issues de ma réalité globale que je peux mobiliser pour rebâtir quelque chose. C'est ça. À qui je peux faire appel? Quels sont les acteurs que je peux solliciter aussi pour m'aider? D'accord. Mais l'idée n'est pas de dire restez célibataire et vous allez réussir parfaitement à être parfaitement épanoui. Ça ne doit pas être non plus le sens de notre message. Toutes les possibilités existent, y compris de rester célibataire, parce qu'on peut avoir un gros traumatisme conjugal qui fait qu'on n'a pas envie de réessayer. Il faut l'accepter. Mais on peut aussi avoir l'aspiration de recomposer une famille et voire de restaurer le lien qui s'est abîmé avec la personne avec qui on a fait les enfants. Et ça peut être bien, mais on n'avait pas su faire à l'époque. C'est ça, totalement. Totalement. Toutes les pistes sont bonnes, mais il faut y travailler. Ok. Et tout à l'heure, Marilyn nous a apporté un élément pragmatique où elle nous disait qu'il faut aussi planifier les choses pour avoir une visibilité claire de comment on... C'est ça. Comment on organise sa journée, sa semaine, ses vacances, voilà, comment on s'organise. Là, on est moins troublé, hein. Dans ce cas-là, on est moins troublé quand même. Hein. Parce que pour arriver à faire ce que Marilyn nous dit là, il faut pas être dans la panade. Hein. Oui. Il y a une sinon, tu ne vas pas y arriver. Et là, il faut solliciter. De prendre un temps pour soi et de se dire, alors, aujourd'hui, on va juste se poser sur ça. Comment j'organise? Voilà. On va dire c'est le cas où les mamans sont les moins abîmées possible. C'est le cas où les papas sont les moins abîmés possible. OK? D'accord. Mais quand on est très abîmé et qu'on est épuisé, on ne va pas y arriver. Il faut faire appel à des ressources extérieures pour se soutenir dans la démarche. Et petit à petit, un jour, on va se retrouver dans la possibilité dont évoque Marilyn, qu'on peut faire les choses de façon plus sereine. D'accord. OK. Et quels sont les dispositifs existants pour accompagner les mamans ou les papas, hein, en tout cas les parents solo? Est-ce qu'il existe des dispositifs, des espaces voilà, qui pourraient aider ces parents? Le premier dispositif, moi, déjà, c'est la cour. J'ai bien aimé cette expression. La cour, c'est-à-dire la cour familiale. Les ressources proches. Tonton, tati, cousin, cousine. Les alliés. Les alliés, oui, oui. Et même certaines fois dans l'autre camp, je vais le dire comme ça. C'est-à-dire dans le camp du parent qui est dit absent. Je dis bien dit absent, parce qu'il faut bien définir cette absence-là, surtout si elle est volontaire, hein, comme on avait souligné au départ. Donc, ces ressources-là sont assez intéressantes. Ensuite, ce sont les cercles sociaux. Dans les cercles sociaux, qui est là pour m'aider à être ce parent? Et quelque chose qui est très, très intéressant et qu'on le voit de plus en plus dans les crèches, où il y a les jeunes enfants, puisque si c'est une maman qui travaille, je pense qu'elle a eu recours à la crèche ou bien à cette cour. Relais assistante maternelle. Voilà. Et puis, ces relais-là, il y a justement certaines fois ou des garderies, des psychologues, des éducateurs de jeunes enfants. Ensuite, ça va changer, ça va être la maternelle, ça va être le corps éducatif. Si c'est le lycée, ben, il y a le psychologue, il y a les enseignants, il y a l'infirmière scolaire. Il y a vraiment tout ce qui est mis en place. L'assistante sociale est vraiment très, très bien formée hein, pour l'accompagnement des parents avec leurs enfants, la médiation. Il y a tellement de dispositifs. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, certaines fois, c'est une méconnaissance des choses qui génèrent cet épuisement.
Il y a vraiment des professionnels, on va dire, de façon formelle et informelle, qui sont là pour pouvoir aider les parents. Là, le travail, c'est vraiment d'identifier qui peut m'aider et à quel moment. Parce que les besoins ne sont pas les mêmes à tout moment. Il y a différents dispositifs en fonction de la réalité de la personne. C'est ça. Quand on est vraiment épuisé, ça veut dire qu'on est à terre, on n'est pas bien, on doit se faire aider. Donc les moyens sont différents. Par exemple, vous faites appel à un relais d'assistante maternelle quand l'enfant est petit, ok, avant 6 ans. Oui, Après, c'est ça, pas la petite peine, enfance. Ok, bon, ça dépend de à quel moment vous avez besoin d'aide. Les dispositifs diffèrent. Bon, cela dit, ce que tu as évoqué, c'est parfait. Mais je vous encourage, hommes et femmes, à reconsidérer sérieusement le fait que élever des enfants, c'est mieux en famille. Faites la vôtre. Reconstruisez-en une. Réparez celle que vous n'avez pas pu garder en bon état. Mais le meilleur, c'est ça. La famille, et avec tout ce qu'elle comprend, est une école de la vie. C'est le lieu où on se bâtit le mieux. On ne va pas faire croire aux gens qu'ils vont inventer un truc différent dans lequel on va réussir à faire aussi mieux que si on est dans une famille fonctionnelle. Oui, Je veux vraiment donner ce message. On ne va pas vous apprendre à faire super top en dehors de ce cadre qui est le mieux pour le faire. Mais c'est un lieu où on apprend. C'est pas on arrive là et on se sert, c'est un lieu où on va bâtir, on va construire, on va se qualifier, on va se perfectionner, on va remettre en question les certitudes qu'on a, on va se dépouiller des choses qui font que ça ne marche pas pour qu'on rentre dans une fonctionnalité qui nous bâtit. Oui, je voulais soulever aussi, puisqu'on parle d'épuisement, donc de maladie mentale, il peut y avoir des mamans ou des papas, c'est-à-dire le parent solo, qui a besoin d'une hospitalisation. Quand il y a besoin d'une hospitalisation, il y a aussi un dispositif, c'est l'aide sociale à l'enfance, qui permet aussi le dispositif d'accompagnement de... Un placement provisoire dans les familles d'accueil, comment dire ça? Les familles d'accueil. Les familles d'accueil. Parce que l'épuisement peut générer de la maladie mentale, vraiment. Donc il ne faut pas que ça soit tabou, en fait. Il faut vraiment que le parent reconnaisse qu'il aille chez le médecin traitant, fasse vraiment part de cet épuisement qui peut-être va déclencher une hospitalisation et justement un accueil temporaire des enfants. Oui, soit par une famille C'est ça. d'accueil professionnelle, ou soit par des parents, des grands-parents, des proches. Voilà, des proches qui sont là pour pouvoir soutenir. C'est possible. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Je l'ai proposé à une maman il y a 15 jours. Elle n'a pas adhéré encore. Je ne sais pas si elle adhère, mais sa situation, la probabilité de faire fonctionner une nouvelle famille n'existe pas pour le moment. Je l'ai fortement conseillé. Allez, prenez contact avec le juge. J'étais très pragmatique. Ordonnance de placement. Voilà. Demandez au juge de vous accorder une famille d'accueil pour un ou deux de vos enfants avec lesquels vous êtes de toutes les façons pas en capacité de faire face dans l'immédiat. Le temps de vous restaurer. Parce que la situation est dangereuse pour tout le monde. Un parent épuisé, c'est des enfants en déroute. Donc, mesure de protection pour tout le monde. Demandez au juge. Après, il y a un fort sentiment, je pense, de culpabilité. Évidemment, sentiment d'échec. Oui, c'est vrai. Face à ça. Voilà. Mais cette disposition-là existant, on doit la proposer pour que la personne sache que c'est une mesure de protection provisoire. Donc, le temps de rebondir. Vous êtes quand même en train de dire ici que l'épuisement est à prendre au sérieux. Très au sérieux. Totalement. Au sérieux. C'est-à-dire un parent qui se sent épuisé doit... Alors, épuisé comme dans la situation en tout cas, doit vraiment réagir et se poser la question de qui pourrait lui venir en aide pour le bien, dans l'intérêt de ses enfants. Et d'elle-même. Et ça veut dire aussi que si le parent n'a pas l'aptitude, parce que là, on sait on le voit, elle se définit comme étant épuisée.
Seulement, il peut y avoir des parents solos qui n'arrivent pas encore à ça. Donc, j'alerte l'entourage, j'alerte les professionnels qui voient ce parent-là pour vraiment se poser avec le parent et pour l'aider à mettre déjà une base cohérente pour dire, écoute, on voit que tu es épuisé, ça ne va pas, de quoi as-tu besoin? Parce que l'appel au secours, il n'est pas systématique, hein. Donc, il faut vraiment aussi alerter sur ça. D'accord. Il y a une dimension de la situation que nous n'avons pas encore traitée, c'est le fait que Linda dise que son fils, son plus grand fils, est très exigeant, c'est compliqué avec lui, il lui reproche d'avoir quitté son père. Comment on pourrait faire face à cette situation? Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à Linda par rapport à cela? Il y a des questions à vérifier avec Linda. Est-ce que l'accès au papa pour cet enfant-là, cet ado-là, est facilité? C'est ça. Est-ce que le papa le rejette les enfants? Auquel cas, malheureusement, on ne peut pas imposer la présence de ce gamin dans la vie d'un père qui n'en veut pas. Et si le papa n'est pas réfractaire à l'idée de prendre en charge son enfant, parmi les mesures de protection, je propose confier-le à son papa en garde permanente. Si son papa a les moyens, s'il est d'accord, s'il veut bien, à l'âge de ce gamin, l'expérience d'être confié à son papa en garde permanente doit être très sérieusement considérée. Parce que l'ordonnance du juge n'est pas un interdit. L'ordonnance est une organisation officielle pour dire, dans le cas qui nous est présenté, nous validons ça comme étant la mesure qui court. Mais vous pouvez faire mieux. Donc le parent peut décider, sans remettre en cause l'ordonnance, on fait garde alternée. Ou je te confie complètement un ou deux des enfants. Et dans le cas de cet ado, moi je vérifierai quelle est la réalité du père, où vit-il, est-ce qu'il a les moyens de prendre en charge son gamin, est-ce que c'est un homme responsable, ou dans le cas inverse, si c'est l'homme qui a la garde régulière, parce qu'on peut considérer qu'effectivement, on peut avoir un père, par exemple, alcoolique, on peut avoir un père qui soit dans l'addiction de quelque chose d'autre, ou déviant, peu importe. Mais si la possibilité existe, c'est de confier cet enfant aux parents qui n'est pas présent. Parce qu'à 15 ans, on a besoin d'être confronté en tant que garçon au fait de vivre avec son papa. Oui, et c'est ce que j'allais dire, parce que finalement, l'ado, faut s'y attendre, hein. Il est en construction, le gamin, donc oui, il va y avoir de l'opposition. Et c'est là où il faut vraiment, en tant que garçon, être confronté au père. Oui, il en a besoin. Depuis, je crois, depuis le début de l'année, le juge des enfants peut aussi demander des accompagnements éducatifs et sociaux, de la médiation pour pouvoir discuter justement de ces problématiques d'opposition à l'éducation. Hein. C'est-à-dire que l'enfant ne s'oppose pas particulièrement aux parents solos, à la maman. Il s'oppose à l'éducation. Il est en train de se confronter aux limites. Donc, il veut être autonome, il veut quitter la hiérarchie. Donc, elle va rencontrer cette difficulté-là. Donc, comment y pallier? Comment confirmer une éducation? C'est super intéressant parce que ça fait partie des choses qu'on apprend aux parents. Enfin, le temps de votre libération arrive et votre enfant est en train de vous dire, il est important que tu n'aies plus d'autorité sur moi. Et il y a des parents qui ne le comprennent pas ou qui ne le savent pas. Le fait que ton enfant quitte ton autorité est naturel, c'est dans le programme de la maturation de l'être humain et le bon Dieu l'a voulu comme ça, il a même rappelé ça. Le bon Dieu veut que nos ados sortent de notre autorité. Et donc le parent a besoin qu'on lui explique en quoi, pourquoi et comment accompagner la sortie de sous toi. Mais pas imminente. Ça est progressif, mais il faut l'accompagner. C'est ça. Le parent doit l'accompagner. Alors, on a proposé des... Tu voulais rajouter quelque chose, Marie? Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le parent doit pouvoir accepter aussi d'avoir le mauvais rôle. Parce que c'est pas une chose facile, mais quand on a un ado qui, comme dans ce cas-là, reproche à sa maman d'avoir quitté son père, même si on sait que c'est pas forcément vrai, c'est pas comme ça que ça s'est passé,
Mais on n'est pas soit parfois en état d'expliquer à l'enfant parce qu'on est déjà dans l'épuisement et on a besoin de secours soi-même. Et il faut parfois accepter ce mauvais rôle. Simplement se dire, oui, il pense ça, je ne vais pas pouvoir l'emmener pour l'instant à aller vers autre chose. Oui. Je vais l'accompagner, mais j'accepte le mauvais rôle pour l'instant. D'accord. Et ça, c'est pas une chose facile. C'est pas aisé. On peut aider la maman à parler avec son ado là. Oui. Comment sais-tu que c'est moi qui ai quitté ton papa? Qu'est-ce qui te fait penser que c'est moi qui ai décidé de mettre fin à notre vie de couple? Qu'elle mette en place un dialogue. Oui, un dialogue. Il y a une façon de l'enfant. questionner les choses. Et des fois, on est tellement pris dans sa propre réalité compliquée, on est perdu dans tout ça. On ne sait pas comment parler à un ado parce qu'on a quand même envie de continuer d'avoir un peu d'emprise sur lui. On ne sait pas prendre cette distance pour poser les bonnes questions. Comment sais-tu que c'est moi qui ai quitté ton papa? Qu'est-ce que tu sais de ce qui a provoqué notre désaccord? Et là, on va apprendre des choses intéressantes. Et là, on va faire réfléchir son gamin. Ok, d'accord. Alors, il arrive qu'on ait des enfants qui réclament le parent absent, mais que le parent absent, lui, ne veut pas avoir de contact avec ses enfants. Oui. Et comment ça se gère? Dire la vérité. Dire à l'enfant que son père ne veut pas le voir? Oui. D'accord. Mais C'est aussi simple que ça. ça peut être violent pour lui? Oui. Mais bien sûr. Mais la vie est violente. D'accord. Et il faut faire face. C'est ça. Dire la vérité est intéressante, mais ça ne veut pas dire ne pas l'aimer. Hein. Ton père ne veut pas te voir. Tu restes quand même l'enfant de ton père. Oui, mais je ne sais pas pourquoi il ne veut pas te voir. Voilà. On peut ne pas savoir. On n'a pas réponse à tout en tant que parent. Mais c'est un enfant qui grandit quand même avec une grosse blessure. Oui. Et c'est parce que nous allons reconnaître cette blessure-là avec l'enfant que ça nous donne une occasion de la traiter. De la cicatrice. On ne soigne pas une blessure inexistante. Hein. Quand tu as un cancer dans ton corps qu'on n'a pas détecté, on ne le traite pas. Hein. D'accord. Donc la parole de l'enfant est l'occasion de révéler sa blessure. Oh, comment on fait ça? On va vous expliquer. Et dire la vérité sans aliéner. C'est-à-dire, ton père ne veut pas te voir, mais c'est parce que il est méchant, il est ci, il est ça. C'est là où justement ce dialogue que France est en train de soulever, il se met en place de façon constructive pour pallier justement à cette cicatrisation. Elle sera effective que s'il n'y a pas aliénation. Oui. Il faut rester factuel. Très factuel. En pesant aussi l'âge de l'enfant, ce qu'il est en capacité d'acquérir ou pas, toutes ces choses-là. Ça veut dire que quelque part, le parent solo, vu qu'il a de telles responsabilités, on le dit depuis tout à l'heure, qu'il ne peut pas faire seul. C'est pas un sauveur, c'est un parent. Faire la différence. Franz nous rappelait tout à l'heure que l'éducation, c'est une affaire d'équipe. C'est une équipe. D'accord. Donc ça peut être le village. On l'a dit, tu l'as dit, hein, la cour, c'est le village. Tamar, elle n'a pas élevé ses deux fils jumeaux seuls. C'était le village. D'accord. Comme Alors, ça. Tout à l'heure, nous parlions de dispositifs. Et je voudrais justement, dans ce cadre-là, vous présenter l'association Autour de Maman, dont la présidente est Lisa Dulac, qui propose des services et des prestations en direction notamment des mamans solo, une association très intéressante. Je vous laisse tout de suite visionner cette petite vidéo de Lisa Dulac qui explique en quoi elle peut apporter son soutien auprès des mamans solo. Alors, nous sommes l'association Autour de Maman, une association pour les familles monoparentales. Je suis Lisa Dulac, présidente de cette association. Donc, c'est une association qui a pour objectif de soutenir et soutenir et lutter contre l'isolement des familles monoparentales, des parents solos, par rapport aux défis et aux difficultés quotidiennes qu'ils peuvent rencontrer. Pour cela, nous avons des équipes très compétentes et très à l'écoute, psychologues, médiateurs familiales, travailleurs sociaux, qui vont venir encadrer le parent par rapport à toutes ces réalités, soutien psychologique,
rétablir des relations saines et équilibrées au sein du foyer, animation également de groupes de parole, animation d'ateliers autour de l'estime de soi, de la confiance en soi, ou comment mettre en place un projet professionnel. Enfin, autant de diversité. Et puis bien sûr, les ateliers Un temps pour soi, où là, on parle bien-être, on parle santé, on fait des marches, des ateliers aquagym, des ateliers cuisine, des ateliers coiffure. Enfin, nous sommes là pour le bien-être du parent. Donc, autour de maman, ton bien-être n'attend pas. Alors, est-ce que la Bible nous apporte des solutions par rapport à ce type de situation? Est-ce que la Bible nous donne des pistes pour nous accompagner en tant que parents solo face à l'épuisement? Alors, moi, j'ai une histoire que j'aime par-dessus tout, c'est l'histoire d'Agar. Agar se retrouve dans une situation qu'elle n'a pas choisie. Elle devient maman, même si elle accepte cette grossesse avec joie, puisqu'on voit bien qu'elle en est tellement fière qu'elle va rentrer en conflit avec sa maîtresse. Mais à un moment donné, elle va se retrouver seule parce que elle est chassée de la famille. Et elle va se retrouver non seulement seule avec son enfant, mais dans une situation difficile parce qu'elle n'a plus de ressources. Précaire. Oui, elle est confrontée à la précarité. Et elle s'installe à un moment donné pour attendre la mort de l'enfant. C'est une maman célibataire qui est face à une situation extrêmement grave. Et à ce moment-là, Dieu se révèle. Dieu s'était déjà révélé à elle. Quand elle était partie, elle avait quitté sa famille. Dieu lui avait dit, retourne chez ta maîtresse. Et là, quand elle est chassée, Dieu va aller vers elle et Dieu va lui dire, j'ai entendu le cri de l'enfant. Ça veut dire pour moi qu'aujourd'hui, les parents qui se retrouvent dans des situations de foyer monoparental peuvent faire entendre leur cri. Et Dieu entend leur cri. Et là, ce qui est intéressant dans ce récit, c'est qu'il est dit que Dieu entend le cri de l'enfant. Le texte ne dit pas que Dieu entend le cri de la maman, mais le cri de l'enfant. Ça veut dire que nos enfants, dans leur expression, ils disent leur souffrance à leur manière. Et cette souffrance-là, elle est entendue par Dieu. Maintenant, ce qui est intéressant, de plus intéressant, c'est que Agar va reconnaître la voix de Dieu. Quand Dieu va lui parler, il va lui dire, bon, voilà ce que je vais mettre en place, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je ferai de cet enfant. Elle entend et elle rentre dans le plan de Dieu. Donc, je crois que les foyers monoparentaux, ce sont des foyers que Dieu connaît. Et il entend le cri de toutes ces personnes et il est prêt à y répondre. Maintenant, est-ce que ces parents, ces familles-là reçoivent l'appel? Parce que ça aussi, il faut pouvoir recevoir l'appel et rentrer dans le plan que Dieu a pour nous. Et nous savons ce qu'il est advenu d'Ismaël après. Moi, j'ai un exemple que j'ai trouvé très intéressant. C'est cette veuve qui va vider un pot de farine. Son pot de farine. Il lui reste que un petit peu d'huile, un petit peu de farine. Et après ça, elle dit qu'elle va mourir. Et puis ce prophète qui vient et qui dit, mais non, tu ne vas pas faire pour ton enfant et toi, tu vas faire pour moi. Et par respect, il y a tellement de choses qui se mettent en place, il faudrait vraiment étudier le texte. Elle le fait pour le prophète. Et ça lui a permis de rester vivante. Ça reste en lien avec ce que Marilyn dit, cet appel à l'autre, mais cet autre-là, c'est Dieu. Cet appel à l'autre et cette invitation de recevoir Dieu quelque part. Parce que recevoir un prophète, en ce temps-là, je ne suis pas théologienne, juste lectrice. En ce temps-là, c'était quand même recevoir Dieu chez soi. Et finalement, répondre aux besoins de Dieu, c'est dépasser toute la logique humaine. C'est de se dire que malgré ça, ben, je pourrais quand même compter sur Dieu. C'est ce que tu es en train de dire. Maintenant, est-ce que j'arrive à faire le deuil de ma personne et de mon enfant? De dire que finalement... Dans vos deux histoires, dans vos deux références à ces faits de famille. Finalement, c'est de se dire,
et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on est parent, on n'est pas sauveur. Qui me permet de mettre en place pour sauver ma famille? C'est Dieu. Quelque part, on disait tout à l'heure, oui, on va pas se dire qu'on va tout faire seul, on va tout faire pour que tout se passe bien. Il y a des choses qui sont dans nos limites et d'autres qui ne le sont pas. Et est-ce que ce rapport à Dieu me permet quelque part de mettre en place un salut pour ma famille? Je le vois comme ça, mais c'est vraiment à réfléchir. C'est particulier. Hein. Ok, oui. Vos deux exemples m'inspirent la chose suivante. C'est que dans la situation d'épuisement de cette maman avec ses 3 enfants, Agar avec son fils Ismaël, de la veuve de Sarepta, dans les 3 cas de figure, il faut se souvenir qu'on n'est pas fait pour faire seul. Oui, mais c'est ça. C'est ça. Et qu'il faut Quelqu'un faire qui vient. appel à la solidarité. La foi en Dieu nous permet de découvrir dans le champ du réel de notre vie réelle les dispositions pour faire face à ce qu'on doit faire ici-bas. Donc, moi, je dis que cette relation à Dieu doit nous réinstaller ou nous réinscrire dans le schéma de la solidarité humaine parce que Dieu fait avec les humains. Et pour revenir à l'histoire d'Agar, on voit qu'elle n'est pas restée ni dans la critique, ni dans ni dans la colère, parce qu'elle aurait pu être très en colère contre Abraham. Parce qu'Abraham avait les moyens de la renvoyer avec chars, servantes, ce qu'il faut pour traverser le désert jusqu'à ce qu'elle puisse s'installer. Il la renvoie avec une outre, un petit peu d'eau, un bout de pain. Donc ça veut dire que c'est une ration qui forcément, après quelques jours de marche, une ration qui sera épuisée et qu'elle est vouée à mourir en fait. Et donc, mais à aucun moment la Bible ne dit qu'elle revient ni pour maudire sa famille, ni pour dire quoi que ce soit contre sa famille. Elle est tellement soucieuse du bien-être de son enfant. Et Dieu va répondre à son besoin. Parce que des fois aussi, il faudrait que, par rapport à la situation, en tout cas, selon comment la situation est arrivée, hein, là on a le cas de cette femme qui sort d'un divorce, sortir de la situation où on doit trouver un bouc émissaire. On se dit toujours, si je suis dans cette situation, c'est la faute à l'autre. C'est parce qu'il m'a abandonné, c'est parce qu'il m'a quitté, c'est parce qu'il a fait ci. Mais sortir de cette situation et pouvoir se projeter, même si c'est difficile. Et Agar n'est pas restée à se dire que ma famille, ils m'ont fait sortir d'Égypte, c'est de leur faute si je suis arrivée ici, si j'étais chez moi, j'aurais pu vivre autre chose. Non, elle n'est pas sur ça. Elle est sur comment faire vivre mon enfant. C'est ça la priorité du moment et Dieu va répondre à ça. D'accord. Alors, nous arrivons au terme de cette émission. Si on devait donner un conseil, dire quelque chose à Linda qui se retrouve dans cette situation, que lui diriez-vous? Moi, je dirais bilan, inventaire, bilan. Ça, c'est pour la personne qui arrive à le faire. Et parallèlement à ça, je dirais à ceux qui se rendent compte de ça, d'un parent épuisé, d'alerter. C'est le départ. Okay. Reconnaître sa fragilité, sa vulnérabilité et demander un soutien adapté à la situation du moment, mais qu'il va falloir faire évoluer dans le temps. D'accord. Marilyn? Que Linda se pose, parce que là, je pense qu'elle est arrivée à un stade où elle n'est plus en capacité de prendre des décisions. Il faut qu'elle s'arrête. Et ça, on doit prendre conscience et de se dire que là, je n'en peux plus, je m'arrête. Je me pose, je m'assois. Le temps que mon cerveau se refroidisse, je dis ça de manière très caricaturale, que le cerveau se refroidisse et pour qu'on puisse repartir sur la prise des décisions. Qu'est-ce que je vais faire?
D'accord, merci beaucoup. J'espère vraiment que les mamans solo qui se retrouvent dans la situation de Linda ont pu obtenir, grâce à cette émission, des conseils qui leur permettra de mieux envisager les différentes solutions possibles pour améliorer la situation. En tout cas, chers internautes, je vous remercie de votre fidélité par rapport à cette émission. Merci à toutes ces personnes qui collaborent, qui contribuent à ce que cette émission ait lieu. Je remercie Pierre Échille qui est à la réalisation son, Jérémy Ravillon à la réalisation vidéo, Fatih Blocaille pour le streaming et Élie Deher pour tout ce qu'il nous apporte en termes de services et pour tout ce qu'il met en place au niveau de la logistique. Et je remercie aussi nos intervenants. Merci à vous d'avoir été là et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une autre émission Éducation. Éducation, ensemble, on trouve des solutions. Tous les 3e samedis du mois à 14h, retrouvez votre émission Éducation sur les chaînes YouTube de l'Église adventiste de Douville et de la Radio Vie Meilleure. Des analyses et des conseils d'experts, des retours d'expérience, des échanges autour de problématiques éducatives récurrentes. Éducation, ensemble trouvons des solutions.